Bonjour à toutes et à tous. Donc nous intervenons aujourd'hui au nom du comité scientifique de mécénat Léonie. Donc nous sommes, pour ma part, Florie Lacloutre et ma collègue Sabrina Nouiri-Mangold, équicienne de formation. Donc avec ma collègue aujourd'hui, on vous propose un sujet qui nous tient à cœur en tant qu'équicienne, qui traite d'un point primordial dans l'activité de médiation, qui est d'appliquer l'éthologie scientifique en situation de médiation. Donc, il faut comprendre que ça ne s'improvise pas. L'observation scientifique et méthodique des différents indicateurs comme les comportements et les postures qui vont être liés à l'espèce et les microsignes plutôt liés à l'individu est une des principales clés de la sécurité des activités pratiquées avec le cheval. Donc, au vu du temps imparti qui va être un petit peu juste pour un sujet qui est si important, on va essayer de vous montrer à travers 3 cas concrets assez rapidement comment l'éthologie scientifique que nous appliquons à travers la connaissance du répertoire comportemental des équidés, associée à leur observation poussée dans différents contextes et leur observation en situation de travail, nous permet non seulement de garantir le bien-être du cheval, celui du client, en nous rendant, nous, praticiens, attentifs à ce qui se passe réellement en séance et en nous prémunissant de projections hâtives sur le cheval, sur le client et sur ce qui garantirait a priori la sécurité de l'activité. Donc pour commencer, je vais vous présenter le cas d'un jeune adolescent de 11 ans avec trouble autistique qui est exclu donc, de toute activité ou accompagnement institutionnel du fait de sa violence physique, donc que j'accueille en séance d'équicie. Pour lui, j'ai choisi de travailler avec un poney que j'avais observé pendant 2 années dans de nombreux contextes et qui a des caractéristiques principales comme une faible émotivité, une sensibilité tactile très élevée et une activité locomotrice spontanée très élevée aussi. Donc les séances se déroulent en liberté dans un manège et ce qui s'est passé, c'est que les premiers actes du jeune homme ont été de jeter du sable avec les mains dans toutes les directions, puis en direction et sur le poney, comme on le voit là sur l'image. Donc j'aurais pu stopper, interdire complètement la situation, et pourtant, en observant le cheval et la situation, j'ai pu constater que ce poney il est toujours resté très proche du jeune homme, avec les oreilles pointées, la tête et l'encolure tendue vers lui. Il le suivait même dans tous ses déplacements. Il explorait son corps et il se roulait même très très souvent à ses côtés. Et ça s'est produit des dizaines de fois avec ce poney-là et aussi avec 7 autres équidés différents. Donc cette explication, elle est assez courte pour que vous visualisiez réellement. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que les règles normatives et les façons de faire traditionnelles, elles nous auraient plutôt empêché de laisser ces 2 acteurs-là communiquer de cette façon, alors que l'observation constante, elle m'a permis de laisser l'activité se faire en sécurité, tout en permettant la création de cette relation, qui est certes atypique, mais qui est authentique. Donc voilà, je laisse la parole à Sabrina pour les cas suivants. Alors, du coup, dans le cas numéro 2, nous sommes en présence de Laurent, qui est un adulte autiste qui est autonome avec le cheval, et de Fanjo, qui est un jeune cheval de trait, donc avec des sabots lourds, qui ne donne pas encore très bien les pieds. Donc la situation, c'est que Laurent est accroupi vers les flancs du cheval, légèrement décalé en direction de la tête, et il tire sur le pied pour ramener le sabot vers lui et demander à Fanjo de lever le pied. Fanjo, quant à lui, continue de manger son foin. Tous les indicateurs de détente corporelle sont OK. Du coup, je n'interviens pas directement dans la situation et je laisse faire. Fanjo donne le pied, se laisse curer et continue de manger son foin. Ainsi, en n'intervenant pas directement dans la situation pour apprendre à Laurent à curer le pied de manière conventionnelle, en me contentant de surveiller les indicateurs comportementaux du cheval, là en l'occurrence Fanjo, pour assurer la sécurité et anticiper une situation potentiellement dangereuse. Donc, je l'avais dit, c'est un cheval qui peut bouger les pieds ou s'énerver. Je permets au client de proposer une situation
et au cheval d'accepter ou non cette situation. L'intérêt, du coup, là, c'est de ne pas se mettre dans la relation entre le cheval et le client et de ne pas non plus se positionner en posture de sachant qui apprend des gestes techniques au client, ce qui n'est pas le rôle du médiateur. Alors, passons directement sans transition dans le cas numéro 3, où nous sommes cette fois-ci en établissement pénitentiaire pour mineurs. Donc, nous sommes 3 médiatrices équines, un surveillant pénitentiaire, 2 juments de pur sang arabe, donc très réactives, et 4 adolescents en détention. Les juments sont en liberté dans un petit enclos à l'arrière de la prison. Les adolescents arrivent bruyamment, dans une posture un peu guerrière, ils secouent le grillage, ils vont vers les juments assez brusquement, voire très brusquement. La réaction des juments est immédiate. Elles partent au galop et donnent des coups de rein un peu partout dans l'enclos, ce qui a une réaction immédiate aussi chez les adolescents, qui vont se coller d'eux-mêmes contre le mur en disant « wesh, 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 wesh ». Et ce qui entraîne une réaction quasi immédiate également chez les juments qui ralentissent le rythme, qui repassent au pas, puis qui se remettent à brouter quasi instantanément. Du coup, les adolescents d'eux-mêmes nous demandent « est-ce qu'on peut y aller ?» À quoi on leur répond « bah écoute, essaye, regarde si elle est OK », en fonction de ce que tu perçois. Donc ils y vont d'eux-mêmes dans une toute autre attitude, plus calme. L'un d'entre eux va même caresser l'intérieur des oreilles de la jument qui finit par s'endormir. Ce qui était a priori pas un comportement connu chez la jument, les oreilles. Ainsi, en n'intervenant pas d'emblée pour demander le calme, rappeler les règles de sécurité et les interdits, en laissant la possibilité aux juments de s'exprimer librement sans être attachés, on laisse la possibilité aux équidés de poser le cadre et on laisse la possibilité aux adolescents, d'une part, de prendre conscience de leur comportement au travers des réactions des juments, et d'autre part, d'adapter par eux-mêmes leur comportement en réaction au comportement qu'ils observent chez l'équidé. Ce qui est d'autant plus intéressant dans le cas présent, c'est que c'est des adolescents qui ont un rapport un peu compliqué avec les humains, du fait de leur parcours, et avec l'autorité qui plus est. Alors pour conclure, du coup, l'observation nous permet d'une part merci Florie, de sécuriser l'activité en anticipant des situations potentiellement dangereuses, ce qui s'avère souvent plus efficace que la contrainte physique. L'observation nous permet aussi au client de proposer une activité, comme on l'a vu, au cheval de l'accepter ou non, voire d'en proposer d'autres. Ainsi, c'est la science, par le biais d'indicateurs précis et observables, donne des clés aux médiateurs pour se prémunir de la projection de nos propres peurs ou de nos propres représentations sur le client ou sur le cheval. Il s'agit donc de convertir notre regard à l'observation scientifique, ce qui est un travail de chaque instant, puisque ce n'est pas inné, en fait, comme regard, ce qui nous amène à nous poser la question avec vous, en fait, et en référence à ce qui a été dit hier aussi, à nous questionner avec vous sur quelles sont les compétences socles qui permettent de garantir la sécurité des activités en médiation équine. Merci beaucoup à toutes et à tous.